à Vouch, on est à 3000. Donc, si Vouch se développe, les 3000 vont passer à 6. Ouais. Je ne sais pas quand, mais je suis certain. Enfin, c'est une évidence. Ouais, et les oui, fakes, oui. est que dans ces pays, si vous ne payez pas, vous avez un préavis de 2-3 mois et vous partez. Et les policiers viennent vous mettre dehors. Mis plusieurs fois 15 000, il a ressorti plusieurs fois 250 000. Donc, la dette étant payée par le loyer. Le nombre de touristes a doublé en 2 ans. Et à Batumi, il faut investir dans l'immobilier de Ouais, clairement, Airbnb. d'un point de vue tourisme, il y a des choses à faire. Investir en immobilier à l'international en 2026. Pourquoi, où et comment? Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, je suis avec Alexis qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier à l'international et à l'étranger. Comment vas-tu, Alexis? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Et puis, je suis à ta disposition pour répondre aux questions sur beaucoup de choses à dire. les stratégies et la méthodologie surtout. Alors, on va parler de pas mal de choses, de plusieurs pays, de fiscalité. Donc, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes? Qui es-tu? Que fais-tu aujourd'hui? D'accord. Donc, je suis Alexis Buis, voilà. Et une de mes activités consiste à conseiller des investisseurs particuliers, plutôt quand même, pour investir dans des marchés à potentiel, des marchés, on va dire, plus éloignés. Pourquoi plus éloignés? Parce que pour chercher un potentiel, encore faut-il qu'il n'ait pas encore été réalisé. Tout à fait. Et beaucoup de pays ou de marchés sont aujourd'hui matures. Si vous m'avez parlé il y a 20 ans, peut-être que je vous aurais dit d'aller là. Mais aujourd'hui, les marchés sont matures. Mature veut dire saturé, les prix au plus haut et aussi bien servis, avec des agents, des conseils qui font bien leur boulot. Donc, du coup, il n'y a plus vraiment de potentiel. Ou alors, c'est des potentiels de niche. Là, on parle de potentiel, on va dire plutôt macroéconomique, c'est-à-dire qu'on va aller dans des pays, dans des zones où ce qu'on a vu plutôt en Europe de l'Ouest n'a pas encore eu lieu. Donc, ça laisse des perspectives de croissance, de plus-value, de rendement qui, malheureusement, n'existent plus aujourd'hui dans nos pays. Voilà. Donc, c'est une diversification basée sur des études de potentiel. Alors, après, je vous dirai après quelles sont les études de potentiel et comment on les déniche. Et moi, ce que je fais, par exemple, comme conseil à mes investisseurs. Alors, c'est vrai que c'est une question que je reçois de plus en plus, de manière qu'on reçoit de plus en plus au cabinet, dans le sens où je pense qu'il y a une logique et une vision de sortir de la France. Alors, on rentrera dans le détail plus tard. Peut-être que même beaucoup restent en France et investissent à l'étranger. Mais c'est où on investit, quelle est la logique, il y a la fiscalité, il y a l'imposition, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu peux, sans rentrer dans le détail pour l'instant, citer déjà les pays dans lesquels toi, tu aurais pu avoir déjà de l'expérience et lequel tu proposes aujourd'hui aux investisseurs? Parce qu'il y en a quand même plus d'un. Alors, déjà, comme ce que j'ai dit, mon leitmotiv est de trouver là où on peut créer de la valeur, où on peut avoir du potentiel. Donc, encore une fois, par définition, le potentiel, il n'a d'intérêt que s'il n'est pas totalement consommé. Et à l'inverse, quand il est consommé, il faut en sortir et aller trouver d'autres potentiels. Parce que quelqu'un qui dit « j'ai trouvé un endroit où il y a un potentiel tout le temps sur 20 ans », c'est qu'il y a un problème. Soit il n'a pas été consommé et il ne sera jamais consommé, soit il est déjà consommé et vous perdez votre temps dessus. C'est problématique aussi. Voilà, donc c'est difficile de répondre, je dirais, sur l'ensemble. Mais je vais prendre 2 exemples. Un exemple passé, de succès pour pas mal d'investisseurs, et un exemple actuel. L'exemple passé, c'est la République tchèque. Dans les années 2012, 13, 14, entre 10 et 12 ans. Il y a de là 10 ou 12 ans. La République tchèque, à l'époque, était un pays où l'augmentation des prix n'a pas encore eu lieu, pour plein de raisons historiques, politiques, économiques. On ne va pas rentrer dans les détails. De toute façon, tous les pays du monde sont à des niveaux de développement et d'avancement différents, souvent par leur histoire. La République tchèque, parce qu'elles viennent du bloc communiste, donc elles avaient une autre histoire. Et il y a un effet de rattrapage avec les pays qu'on appelle les pays de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est quasiment rattrapé, mais pas à l'époque. Et donc, en 2012-13, il fallait acheter à Prague. On avait... le prix au mètre carré était de 1005, 2000. Oui, c'est ça. On avait des 40 mètres carrés qui se vendaient 50 000 euros. Tu parles dans les très grandes villes, dans la capitale? La capitale. D'accord. Mais c'est un exemple. On peut ne pas aller dans la capitale, mais disons que
Je prends des exemples réels, hein, de gens qui ont acheté des appartements à 50 000 euros, à 45 000 euros, avec 35 mètres carrés. Donc, on est à 1200, 1300. Et aujourd'hui, ces appartements peuvent être revendus à 250 000 ou à 200 000. Toujours pour 40 mètres carrés. Donc, on est passé de 1 300 € le mètre carré à 6 000. Ça a été très, très vite. Voilà, en 12 ans. Et comme on avait négocié des financements à l'époque avec les banques locales à hauteur de 85%, les gens, ils n'ont mis que 15% des 50 000. Oui. Mais quand ils revendent, ils prennent toute la plus-value de 50 000 à 250 000. Donc, quelqu'un qui a, je caricature, mais quelqu'un qui a mis 15 000 euros, il peut sortir 200 ou 175. Voilà. En République tchèque, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. D'accord. Au bout de 5 ans de détention, mais les gens ne vont pas vendre à 4 ans. C'est pas les 20-25 ans des Français. Ouais. Oui, voilà. Et en plus, comme ça augmente beaucoup, les gens n'avaient aucune envie de vendre avant. Ils attendent la fin du cycle. Et il y en a qui ont vendu, il y en a qui n'ont pas vendu, il y en a qui ont vendu. Donc, vraiment, la stratégie, parce qu'il y a tellement de choses dans l'immobilier, c'est quand même la plus-value en objectif numéro 1 et en mettant en location. Dans le modèle que je propose. Bien sûr, bien sûr. Je ne propose qu'un exemple de diversification et un exemple de business model, de stratégie. Loin de moi l'idée de dire qu'il faut suivre mes conseils et qu'il n'y a que ça qui est bon. Ce que je dis de manière générale, c'est pas monsieur A, B, C a raison et lui il a tort. C'est que tout le monde peut avoir raison du moment où chacun a sa stratégie et sa vision qui fonctionne. Voilà. Moi, j'ai décelé en fait dans cette disparité de pays en Europe des potentiels. Et donc, j'amène les gens vers ces potentiels. Après, il y a d'autres critères d'analyse. Il n'y a pas que le potentiel. Je vous dirai après d'ailleurs. Mais moi, au départ, c'est le potentiel. Le potentiel de croissance de valeur, de développement de la ville, de développement démographique, de développement aussi du salaire moyen du pays. Bien sûr. Parce que nous, en France, aujourd'hui, on parle de 1% d'augmentation des salaires, 0,5%. Mais il y a des pays qui ont eu 5 ou 7% d'augmentation de salaire depuis 10 ans. Donc, vous vous dites, mais ils étaient très pauvres avant. Alors, j'ai dit, bah oui, ils n'étaient pas très pauvres, mais ils n'étaient pas très riches. Il y a des pays qui ont vu leur SMIC passer de 300 € pour le coup, on n'a pas besoin d'être un expert pour le comprendre. À 700. Vous voyez, en France, ça paraît aberrant parce qu'on est à 1004 et on est à 1450 et 1440. Il suffit de regarder les SMIC, enfin, les salaires moyens et les salaires les plus bas dans chaque pays d'Europe. Alors, je crois d'ailleurs que c'est la Bulgarie qui a le salaire le plus bas. Parce que j'y avais été il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que tu dis, celui qui n'a pas voyagé, il ne sait pas, mais ça reste en Europe, c'est pas loin, c'est vraiment... Donc ça va se rattraper. Râle et pas crête quand même. Hein. Et il y en a qui rattrapent, il y en a qui ne rattrapent pas. Tout à fait. Et ça, il faut le déceler. La République tchèque a explosé. Voilà. Il y a des pays comme le Portugal, le SMIC a été bas, il est toujours assez bas. Donc il n'est pas... Et d'ailleurs, le Portugal, c'est l'exemple typique d'un pays de l'Ouest qui est en train de se faire rattraper par les bons pays de l'Est, que sont les pays baltes, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, c'est un peu plus spécial, mais c'est en train de rejoindre aussi. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui travaillent, c'est des économies qui sont saines, avec des très faibles dettes, avec des très faibles impôts. Très faible impôt, donc dit consommation. Qui dit consommation dit économie et production. Et c'est vertueux, on va dire. Donc il y a des pays qui sont en train de l'Est qui sont en train de dépasser les pays de l'Ouest, comme le Portugal. Qui lui, j'allais dire, il est toujours comme il est. On l'entend beaucoup plus souvent le Portugal, sachant qu'il y a quand même 10-15 ans déjà d'immigration française là-bas pour la fiscalité, pour l'immobilier. Ça a déjà beaucoup augmenté, notamment à Lisbonne. Je déconseille le Portugal. Voilà. Maintenant, juste parce que c'est un exemple inverse de la République tchèque. Au moment où nous parlons, bien entendu. Je n'ai rien pour un pays ou contre un pays. Dans ce sens, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est portugais. Mais... Donc ça, c'était le premier exemple, c'était la République tchèque. OK. Voilà. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous vous les faire. Donc, il y a un investisseur, par exemple, qui a mis 15%. Il en a acheté plusieurs. Il a vendu plusieurs. Donc, je vous laisse faire les calculs vous-même. Il a mis plusieurs fois 15 000. Il a ressorti plusieurs fois 250 000. Donc, la dette étant payée par le loyer. Alors, l'avantage aussi de la République tchèque, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur le plus-value au bout de 5 ans. Mais l'imposition est assez faible aussi. Parce que souvent, dans les conventions fiscales entre les pays européens, j'insiste sur européens, disent que les impôts fonciers sont payés dans le pays où est le bien et qu'il n'y a pas de double imposition. À vérifier au cas par cas par un fiscaliste, etc. Moi, je ne suis pas fiscaliste. Ça n'a pas changé entre le moment où vous écoutez et aujourd'hui. Ça aussi, mais généralement, c'est la colonne vertébrale. Après, chaque pays a des spécificités, il faut quand même vérifier. Mais généralement, ça reste ça le principe. Et donc, les loyers sont peu imposés là-bas. Et le rendement est plus élevé, donc ils permettent de rembourser la dette. Et quand vous vendez l'appartement au bout de 12 ans, la dette elle est en grande partie remboursée.
Donc, vous ramassez, entre guillemets, vous recevez beaucoup de liquidités non imposées. Et tout ça en totale transparence fiscale et en respect des lois, bien entendu. Voilà, merci de le repréciser. Oui, c'est important. Pour ceux qui pensent non, puis en plus, maintenant, l'Europe est quasiment unifiée. Il y a des échanges d'informations. Bien sûr, d'un point de vue économique et d'information. Voilà, il ne faut pas voir l'étranger comme un Eldorado, ni fiscal, ni quoi que ce soit. Voilà. L'étranger, c'est juste une diversification. Sauf exception et quelques noms qui ressortent souvent, mais déjà en Europe, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de paradis fiscal en Europe. Paradis pur et dur, c'est très complexe. Non. Ouais. Non, voilà. Ok. Et en plus, je dirais que les pays qui ont créé des situations provisoires de paradis, vous savez, comme le non-dom en Angleterre, etc., ils sont tous en train de le supprimer parce que les gens là-bas se plaignent en disant je ne sais pas si ça enrichit le pays, mais en tout cas, ça enrichit les gens qui en sont venus en profiter pour ne pas payer d'impôts légalement. Voilà. Même au sein d'un même pays, il y a des régions, il y a des villes. Bon, tout d'un coup, voilà. Et le seul impact que ça a fait, c'est que ça fait augmenter l'immobilier pour les locaux parce qu'il y a une pression de la demande et comme les étrangers vont tous vers les centres, les locaux n'ont plus d'argent pour vivre dans les centres, ils vont en banlieue, et puis après ils vont à la campagne. Tout ça parce qu'on a incité fiscalement des gens à venir et qui n'ont pas régénéré l'économie non plus, parce qu'ils ne sont pas venus avec leur argent, ils sont venus juste pour bénéficier du régime. Donc en fait, c'est de moins en moins à la mode, tous ces paradis, j'allais dire, artificiels ou temporaires, plutôt temporaires qu'artificiels. Souvent, c'est une petite dizaine d'années et ça ne dure pas très longtemps. Il faut aller dans des pays normaux, investir normalement. Après, ça n'empêche pas de choisir des pays à fiscalité plus faible. Ça, c'est toute l'optimisation aussi. C'est de choisir des pays où on n'est pas surchargé de taxes. Je prends un exemple, par exemple. À Prague, un appartement, la taxe de 2-3 pièces dans le centre, la taxe foncière, elle est de 50 € par an. Ah oui, ok. Donc, si vous prenez Paris, mais ça fait des petits montants, mais ça fait beaucoup à force. Les droits de mutation en République tchèque, c'est 3%. En France, on est à 8-9, je crois, si on compte les frais de notaire. Voilà. Donc, en fait... Oui, mis bout à bout et avec une vision moyen terme, effectivement, ça change la donne. Oui. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'un pays est intéressant ou pas. Et c'est tous ces critères qu'il faut additionner et comprendre et ne pas être obsédé, on va dire, par un des critères. Il faut prendre tous les critères, évidemment. Et c'est notre rôle de conseiller aussi aux investisseurs, selon des critères, de les mettre des notes, on ne met pas de notes, mais c'est une image, mais on met quand même des notes. Et en fonction de ces critères-là, on conseille un pays ou on ne le conseille pas. Parce qu'un pays peut avoir des super qualités sur un domaine et pêcher sur un autre domaine. Ouais. Et encore une fois... c'est rare d'avoir tous les feux au vert. Donc, Oui. Ok. Alors, des questions me viennent à l'esprit. Deux en même temps. Déjà, comment es-tu tombé dans l'investissement à l'étranger, à l'international? Souvent, la logique veut que ça soit une question de diversification. C'est d'abord on investit en France, dans son pays, de manière massive, et ensuite on va voir ailleurs. Et est-ce que tu as aussi déjà investi en France ou quelle est ta vision par rapport à ça? Alors, j'ai commencé par investir en France étant jeune, on va dire, après mon diplôme et mon premier emploi, faire appel à un prêt bancaire, comme tout le monde, et d'acheter... des studios dans les quartiers un peu à potentiel déjà, mais en France. Donc j'ai acheté à Aubervilliers, dans le 18e, dans des quartiers qui ne sont pas forcément les plus agréables. Mais ce sont des quartiers à potentiel, encore une fois. Et les potentiels se sont réalisés, mais à l'époque, c'était il y a 20 ans. Donc, année 2000 Oui, année 2000 plus. 2005. Donc il y avait des appartements qui étaient vendus, je crois, à 32 000 € à Barbès, pour être direct. À Barbès, je dirais dans le 18e populaire. Et aujourd'hui, je crois, parce que j'ai vendu. L'évolution de 2000 à 2010, ça a été impressionnant quand même. Oui. Donc. Ouais, voilà. Et même après, je me rappelle, il y avait des appartements à 32 000 € qui étaient des petits studios, mais qui étaient normaux, bien entretenus, bien et tout. Et je pense que les mêmes aujourd'hui devraient être. On s'approche des 200 000, je pense, ou 170, enfin, voilà. Pas étonnant. Ouais, largement. Et après, j'ai quitté la France en 2005-2006 pour aller vivre en Angleterre. D'accord. Et donc, je les ai vendus parce que je ne peux pas gérer les appartements à distance. Pour ça, mais je vous dirai après qu'en fait, si on peut gérer les appartements à distance, puisque mon business model aujourd'hui pour mes clients, c'est de les gérer à distance. Donc, je me contredis. Mais à l'époque, j'étais jeune et Oui, bon, déjà, c'était pas professionnalisé et il n'y avait pas de logique, bien sûr. Quand j'avais acheté mes petits studios, j'allais moi-même gérer les clients, leur dire bonjour, pourquoi ils n'ont pas payé. Et généralement, même c'est un conseil que je vais donner, au tout début d'une carrière d'investisseur, il vaut mieux aussi être local et le faire soi-même, apprendre, gérer un peu l'humain. Et après, on peut commencer à déléguer ou le faire à distance.
Voilà, c'était la bonne franquette, on va dire. Mais après, C'est ça. il faut passer par des professionnels et chacun son métier. Qu'on a des appartements dans un pays, quel qu'il soit, il faut avoir un gestionnaire local. Donc forcément, c'est pas moi. Et le gestionnaire local, il doit ticker tous les box, c'est-à-dire il parle anglais, il connaît le monde local, mais il connaît aussi les étrangers, l'investisseur étranger qui n'a pas la même mentalité locale. Il doit répondre à tous les critères comme si c'était en France. Et si vous avez ça, vous pouvez investir à l'étranger, dans un sens ou dans un autre. Mais à l'époque, je n'étais pas équipé. J'allais moi-même voir les locataires, je faisais mes petites fiches, mes quittances à la main, voilà. Donc, j'ai dû tout vendre, tout. Quand je suis parti en 2005-2006. Et pour répondre à votre question, comment j'ai fait pour découvrir d'autres pays, déjà, je suis parti dans d'autres pays. Donc, déjà, j'étais obligé de m'intéresser à d'autres pays. Et l'Angleterre, à l'époque, était très chère déjà. Enfin, Londres est toujours très cher, mais était déjà très, très cher. Il n'y a pas forcément le même potentiel, encore une fois, donc je n'ai rien acheté à Londres. Par contre, je suis allé voir, je me suis très vite intéressé à partir de 2006-2007 au marché des pays d'Europe centrale. J'aime bien dire Europe centrale plutôt que pays de l'Est. Non pas que ce n'est pas une bonne définition, mais souvent ces mots-là ont des connotations biaisées, voire péjoratives. Parce qu'ils sont à l'Est, ils ne sont pas au central, mais ce n'est pas grave. Je préfère les appeler Europe centrale. Tu peux dire que c'est plus neutre, on va dire. Estonie, Lettonie, Pologne. J'ai commencé avec l'Estonie. Très bien. Alors, l'Estonie, en 2006, c'était un pays complètement... Que je connais beaucoup plus que les autres exemples que tu as donnés, mais... c'est un très beau pays, déjà. Mais il ne faut pas être charmé par il faut être neutre. Et moi, je suis très rationnel des investissements. Il n'y a aucun affect. Contrairement, je dirais, à 90% des gens. Les gens, quand ils investissent, quand ils disent « Ah, mais j'aime bien le Portugal parce qu'ils trouvent ça joli. J'aime bien... » Même pour les investissements, les gens sont très marqués par l'affect. Ce qui est normal, on est humain. Mais il faut éviter. Voilà. Si c'est de l'investissement pur, on est là pour parler de ça. Il ne faut pas être dans l'émotionnel. Après, s'il y a une logique de peut-être que à la retraite, peut-être que je vais y habiter, je vais voir... Là, c'est différent. Mais c'est tout à fait différent. Il faut être rationnel. Mais mon business model est encore une fois de conseiller que pour l'investissement pur. Il n'y a pas de personne ne va habiter. Il y en a qui ne visitent même pas les appartements qu'ils achètent. Donc l'Estonie a pris 75% par an en 2006. Et c'était d'ailleurs le record européen depuis toujours. Après, ça a redescendu, attention. Mais... c'était il y a 1000 ans, l'Estonie, parce qu'effectivement, j'ai commencé à creuser le marché, parce qu'il y avait une très très bonne fiscalité, et il y avait aussi énormément de tech, de crypto guys qui allaient en Estonie, et intégration aussi beaucoup du digital et de la blockchain dans l'administratif. C'est comme ça que je me suis intéressé à l'Estonie. Je me rappelle d'un article du Figaro en 2006 qui disait que l'Estonie, c'est le Singapour de l'Europe. Alors, tout ça parce qu'il y a deux tours. Il y a deux tours qui s'appellent les Twin Towers. Je vois. Maintenant, il y en a une troisième ou une quatrième, mais il n'y en a pas plus. Et en fait, ça me faisait rigoler. Mais je me dis, tiens, le Figaro pense comme moi finalement, parce que j'avais écrit ça à des investisseurs avant en disant que c'était le Singapour de l'Europe. On m'a dit, mais t'es complètement fou, en fait. Je dis, le Figaro dit la même chose. Donc, bon, peut-être on est tous les deux fous, alors. Mais en fait, pour dire ça, c'est l'Estonie, à l'époque, était le pays le plus moderne d'Europe. Favorisé par la tech, Skype notamment. Je me rappelle encore aujourd'hui, maintenant, tout se fait par iPhone. Mais à l'époque, les élèves recevaient leurs notes sur portable et vous payez votre parc-mètre. Au Pérou, c'est pas ridicule parce que tout le monde fait ça maintenant. Mais à l'époque, c'est le seul pays en Europe où on payait le parc-mètre en mettant sa plaque. Voilà. Beaucoup de logique de QR code et de... Bon, après, pour remettre l'église au centre du village, c'est vrai que c'est un petit pays et quand il y a une vision politique de changement, ça va être beaucoup plus facile de changer l'Estonie que changer la France, où c'est très lourd et c'est un très gros pays. Avec l'Estonie, dans un sens, ça peut aller beaucoup plus vite, mais c'est vrai que là-dessus, 2017-2018, alors moi, j'ai pas investi, mais je connais quelqu'un sur place et j'ai un ami qui avait acheté 2 appartements, qu'il a revendu récemment, entre 2017-2018 et je crois qu'il a revendu en 2024. Il a explosé, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est bon exemple. Et aujourd'hui, ça c'est le premier. Ensuite, j'ai fait d'autres pays. J'ai conseillé aux investisseurs d'acheter dans d'autres pays. Et cette année, j'ai déjà lancé en fait la Géorgie. Très bien. Donc la Géorgie, je ne vais pas vous faire toute l'histoire ici, mais en 2 mots, c'est toujours pareil. On part d'une page blanche, on réfléchit aux chiffres et on voit le potentiel. Parce qu'encore une fois, mon opinion n'a aucun intérêt. C'est mon analyse et ma capacité d'analyse, on va dire, internationale, que je vends, en fait. C'est pas mon opinion personnelle, tout le monde s'en fiche. Et donc, pourquoi la Géorgie? C'est parce qu'en fait, j'ai des critères que j'aime beaucoup. Encore moins connu quand même, la Géorgie. C'est pas connu du tout. Et un des premiers critères, c'est le nombre d'années de salaire moyen pour acheter un appartement moyen. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Donc, pas la France.
Non, Non, pas du tout. En plus, le ratio lui-même, il n'est pas parfait. Mais c'est pas grave. Comme tous les ratios, c'est pour mettre un curseur, un thermomètre. Oui. Faut juste avoir un thermomètre et comparer les uns et les autres par rapport au thermomètre. Voilà. Mais le thermomètre, il est par définition pas juste parce que un Georgien moyen n'achète pas un appartement moyen. Il n'a pas les moyens, il est toujours trop pauvre. Oui, il est encore mais on prend ce critère pour savoir où on est, le Georgien, par rapport à l'immobilier georgien. Ouais. Et quand vous avez un multiplicateur de 8-9, ça se tient. Quand vous avez un multiplicateur de 17, ça ne se tient plus. Au Portugal, par exemple, dans le centre de Lisbonne, il faut 17 années de salaire portugais pour acheter un appartement. Ça veut dire qu'il faut 17 années de salaire plein. C'est-à-dire qu'on ne mange pas, on ne paie pas d'impôts. C'est l'ensemble des fonds. Donc, si vous enlevez les impôts et on mange et on vit, il faut 50 ans pour un Portugais d'acheter un appartement à Lisbonne. Voilà. Donc, ces ratios-là disent, attention, trop cher. Par contre, l'Irlande a un taux de 4. Ah oui. Oui, selon mes ratios, qui ne sont pas parfaits. Parce oui, qu'encore une fois, l'Irlandais moyen... de manière générale, entre 4 et 17... voilà. Oui. Et donc, en fait, un Irlandais, il gagne très bien sa vie. Oui. Les appartements en Irlande, et encore une fois, pas Dublin. Hein. C'est pour ça que je dis, fais attention avec ces ratios, parce que si je ne précise pas, les gens vont dire, non mais attendez, on ne met pas 4 années pour acheter à Dublin, c'est hors de prix, Dublin. Je dis, oui, mais là, je parle de l'Irlande. De l'Irlande. Donc, voilà. Oui, et donc, on voit bien qu'il y a une déconnexion dans le bon sens. Dublin n'est pas l'Irlande, Paris n'est pas la France. Voilà, parce que Paris, à 10 000 euros, il faut 50 ans de salaire moyen pour l'acheter. Un ingénieur Apple qui travaille en Irlande. Oui. Bah oui, parce que les gens sont très bien payés. Ouais. Et c'est pas cher, enfin, en rapport. Bien sûr. Donc, pour l'instant, l'Irlande n'est pas dans ma liste, mais ça pourrait l'être. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que je choisis mes critères. Alors, il y a d'autres critères. Hein. Il y a la démographie. Mais attention avec la démographie. La démographie de la catégorie qu'on peut viser dans nos investissements. Parce que les gens me disent souvent « Ah, bah, la France a une super bonne démographie. » Oui, mais vous avez acheté quoi? Pour quel public? C'est ce public-là qu'il faut regarder si la démographie elle augmente. Et le public que je vise, aussi bien en locataire qu'en produit pour eux, parce que c'est des investissements pour louer, hein, c'est la classe moyenne plus, on va dire. Ben, la classe moyenne plus en France, elle est totalement mature. Elle est plutôt en paupérisation qu'en enrichissement. Si vous allez en République tchèque ou en Estonie... Oui, et puis c'est aussi la partie de la population française qui fait le moins d'enfants. Oui, voilà. Voilà, notre enfant, c'est trop tard, j'allais dire. Pour si vous voulez faire du social, peut-être que c'est mieux, mais on ne sait pas ce qu'on cherche. Alors, je prends l'exemple des pays baltes qui sont en dépopulation. Oui. Voilà. Alors, les gens me disent à juste titre, mais ce n'est pas à juste titre. Oui. Ah, mais pourquoi vous allez dans ces pays-là? Ils sont passés de 2 millions à 1,4 million en 20 ans de population. Donc, ce n'est pas logique. Voilà. Ouais. Et je dis, bah oui, mais là, vous parlez encore une fois de démographie globale, en fait. Mais... quand vous allez dans ces pays-là, vous visitez ces pays-là, vous connaissez bien les gens là-bas. En fait, les acheteurs des appartements ou les locataires, parce que c'est les deux vont ensemble, hein, on les loue après. Les locataires des appartements neufs qu'on vend à Tallinn s'adressent à une clientèle entre 25 et 40 ans, en plus. Souvent, ils vivaient avant dans des buildings soviétiques avec les parents, avec la grande-tante, avec la babouchka, la grand-mère. Ils vivaient à 8 dans un appartement. Tout à fait. Et là, même si on passe de 2 millions à 1,4 million, si tout d'un coup on passe de 8 à 2 en moyenne dans un appartement, ça fait x4 en demande d'appartement. Mais la classe qui nous intéresse, c'est la middle class, jeunes diplômés, etc. Parce qu'on loue qu'à eux. Et eux, par contre, il n'y en avait pas avant. Ils vivaient chez la grand-mère et tout ça. Et là, ils ont leur premier salaire, leur premier diplôme. Qu'est-ce qu'ils font? Le premier salaire, ils achètent la télé. Le 10e salaire, ils achètent la voiture. Et ils n'achètent pas l'appart. Pas encore. Donc, ils vont le louer. C'est pour ça que c'est cette démographie-là qu'il faut étudier. Très intéressant. Et c'est cette démographie-là qui a explosé dans les années 2000, 2010, 2015. Parce que ces gens-là, avant, n'étaient pas dans d'autres appartements. Ils étaient chez les grands-mères, on va dire. Donc, c'est un marché nouveau. Et en plus, comme tous ces pays émergents, les pays adorent le neuf. Les gens adorent le neuf. Ils ne cherchent pas l'ancien rustique. Non, ils veulent le neuf pour dire à leur famille, voilà, je me suis acheté un appartement à Tallinn, un neuf. Voilà. Très nordique, très carré, très neuf. Et donc, neuf. Démographie, il faut viser la bonne catégorie, voilà, pour faire simple. Ensuite, il faut regarder la stabilité politique, économique et fiscale. Et là, encore une fois, il y a des endroits où la fiscalité est ultra stable, comparé à la France, encore une fois. Par exemple, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values en Estonie, il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas d'impôt sur les plus-values en Lettonie. Après 3 ans ou 5 ans de détention, il n'y en a jamais eu. Et en fait, vous pouvez prendre tous les pays de l'Est, il n'y a jamais eu d'impôt sur les plus-values. Après 3 ans ou 5 ans de détention, il n'y en a jamais eu. Quand jamais eu, je remonte à 30 ans. Hein. Donc, c'est quand même un environnement extrêmement stable et fiable. Je ne veux pas dire du mal de la France, mais la France, c'est un peu le contraire au niveau fiscalité immobilière. Bien sûr. Mais il y avait une logique, c'est aussi pour ça, comme je disais, j'ai connu pas mal d'investisseurs crypto qui allaient en Estonie, parce que non seulement ils faisaient une plus-value
ils n'avaient pas d'imposition sur la plus-value quand ils allaient là-bas sur leur crypto, ils avaient fait beaucoup. Ils rachetaient de l'immobilier cash avec ça, et de nouveau, ils n'avaient pas d'imposition quelques années plus tard sur l'immobilier. Voilà, c'est ce que je dis aux gens. Je dis ça sert à rien de chercher des endroits exotiques ou des paradis, entre guillemets, fiscaux. Oui. Il y a en Europe... Pas très soleil, l'Estonie, mais... Ah oui, non, il fait nuit à 2h de l'après-midi en hiver. Il y a des endroits en Europe qui sont parfaitement clean, on va dire, avec les réglementations et les normes fiscales de non-blanchiment, etc. Ils en font même beaucoup plus que les autres pour prouver qu'ils ont maintenant en tout cas, sur les contrôles de non-blanchiment d'argent, parce qu'ils ont bien compris que comme ils n'avaient pas beaucoup d'impôts, les gens étaient plutôt attirés à aller là-bas pour aller placer leur argent. Donc, ils vérifient encore plus. Donc, je dis tout de suite, ce n'est pas des paradis fiscaux, ce sont des pays normaux. Voilà. Et puis, il y a d'autres critères encore, qui est la stabilité politique. Bon, je ne vous fais pas un dessin, mais en Europe, ça va, les pays européens d'Europe centrale sont très stables politiquement, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'il y a une vraie... Alors, c'est bizarre parce que c'est des démocraties récentes. Ouais. C'est des démocraties qui datent de la fin du communisme. C'est en 91, 92, contrairement 2000, à nous. oui, 90 Mais plutôt. aussi paradoxal qu'on puisse l'imaginer, ils apprennent beaucoup plus vite. En Lettonie, par exemple, il y a 12 partis au Parlement. Et donc, c'est morcelé. Chaque parti a 7-8%. Ils arrivent toujours à former des coalitions. Parfois, des coalitions entre les extrêmes, des coalitions entre le ceci, cela. Ouais. Et parce qu'ils sont obligés avec 12 partis. Ils ne peuvent pas faire des grands blocs à 2 ou à 1 ou à 1,5 parce que ça ne marche pas. Et donc, cette culture, en fait, de la coalition fait qu'ils ne sont pas nos problèmes. Et il y a une stabilité incroyable politique là-bas, quels que soient les partis au pouvoir. Et ça, c'est valable pour tous les pays baltes, pour la République tchèque, pour la Slovaquie, pour... voilà, donc... Vu comme ça, ils ont l'air folkloriques, mais ils sont très bien organisés. Et c'est des pays extrêmement, encore une fois, je le dis, fiables et stables. Pour rester sur la question politique, il y a vraiment une question qui me vient là. Vis-à-vis du conflit Ukraine-Russie, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce que pas du tout? Est-ce que oui? Parce que je m'imagine les questions des investisseurs. Pays de l'Est, on n'y connaît rien. L'actualité, l'évolution de la Russie et de la politique de Poutine, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Vous voulez que je parle politique ou je parle immobilier? Les deux. Il y a un impact. Oui, alors je vais vous dire, on a conseillé, alors ne rigolez pas, nous avons conseillé dans les années 2020, 2017, 18, 19 à investir en Ukraine. Ouais. Pourquoi? Parce que bonne question, du coup. L'Ukraine avait tout était bas, donc ça ne peut pas baisser, ça ne pouvait que monter. Le SMIC était à 100 €. 100 €, voilà, en 2017-2018. Et quand vous allez là-bas, c'est un pays relativement normal. C'est-à-dire que les gens ils vivent correctement. Enfin, il y a des pauvres, mais c'est pas la misère. Il y a beaucoup d'entraide familiale, il y a beaucoup de réseaux qui sont issus de l'histoire. C'est des pays très solidaires. Mais par contre, on avait senti quand même que le pays était un peu émergent, on va dire. Donc, on s'est dit, on va pas aller investir partout là-bas. On ne va investir que dans les quartiers d'ambassade. Ouais. C'est logique. 1 km². C'est comme à Paris si vous investissez entre le 16e et le 7e nord, quoi. Investir dans Donbass, quoi. Mais à l'époque, il n'y avait pas de guerre, donc voilà. Il y avait pas de guerre, mais bon, après, ça date pas d'hier, le conflit. Il y avait déjà eu, il y a très très longtemps, effectivement. Donc c'est un gros risque qu'on a pris. Mais oui. Alors évidemment, quand la guerre est arrivée, beaucoup de gens m'ont appelé, ils disaient alors ça va, un peu ironiquement, en disant t'es bon conseil de potentiel, on voit ce que c'est. Je touche du bois, mais maintenant très avec le recul, on n'investit que dans le quartier des ambassades et on a refait les appartements, ce qu'ils appellent Tsar là-bas. C'est comme le haussmannien à Paris, avec 4 mètres de hauteur. On a refait tout en standards internationaux pour le louer aux ambassades. On n'a pas fait de trucs normaux, on a fait des trucs d'ultra-luxe. Les ultra-luxe en Ukraine, ça ne coûte pas très cher. Voilà. Donc, on a tous rénové les appartements d'apparat pour les louer aux ambassades. Et aujourd'hui, avec la guerre, il n'y a pas que les ambassades qui louent, il y a les ONG et il y a les cadres de haut niveau. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais le patron de Renault, par exemple, je dis n'importe quoi, mais le patron de Renault Ukraine, il ne va pas habiter n'importe où. Il va habiter dans le quartier des ambassades. Et la boîte, elle va payer sans négocier. Donc, c'est parmi les modèles d'investissement, paradoxalement, celui qui marche le mieux parce que les loyers qu'on avait prévus ont pris 50%. Parce que maintenant, c'est des enchères. Maintenant, quand vous mettez une annonce, les ambassades... Oui, peut-être c'est une question de demande. Oui, viennent nous dire, non, mais on veut payer plus, mais tout de suite, là, on signe dans une heure. On va aller voir l'ambassadeur avec des pouvoirs et on va signer maintenant. Parce qu'on ne veut pas notre personnel sorte du quartier des ambassades. Voilà. Et je ne vous dis pas les raisons. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand vous m'avez posé la question, je dis, vous voulez que je réponde politique ou économique. Économique, ça marche super bien.
Mais bon, on ne peut pas ignorer le côté politique, le côté humain, le côté... je crois qu'il y a 5000 morts par semaine sur le front. Ouais. Voilà, je ne vais pas parler politique parce que c'est très controversé dans les deux camps. Donc, je ne veux pas dire c'est bien, c'est pas bien, c'est semi-bien. De toute façon, un conflit, il n'y a jamais une partie qui a raison totalement. C'est ça qu'il faut dire. Il n'y a pas de... Enfin, c'est pas blanc et noir. Voilà. Donc, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Et j'espère juste que la guerre, elle va s'arrêter, que l'Ukraine reprenne une vie normale. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Disons une lecture froide, si ça s'arrête, en plus, on peut imaginer qu'il y a une prise de valeur intrinsèque. Oui, et les subventions internationales qui vont aider le pays à décoller, c'est comme l'Europe en 1945. La reconstruction de l'Europe en Pologne en 1945. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on peut espérer, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. J'espère que la paix arrive et qu'on peut reprendre un cycle normal. Alors, même d'un point de vue purement immobilier, même en étant un peu risqué, on a réussi à sauver quand même les investissements de nos investisseurs. C'est ce que il y a un peu de chance quand même là-dedans. Je ne dis pas que j'ai trouvé le bon filon, mais vous voyez, quand on travaille sérieusement et qu'on réfléchit à chaque fois qu'on fait quelque chose, on peut toujours se sauver. Voilà. Est-ce que si on veut pousser le bouchon un petit peu loin, il faut investir en Irak, c'est ça? Non, on reste en Europe. Pas sournois, mais est-ce que du coup, on va se dire, il faut investir en Ukraine maintenant là? Est-ce que ça serait une bonne logique ou pas du tout? Ou alors, risqué? Je dirais oui, mais faut pas exagérer faut pas jouer avec le feu. Dans le quartier de l'ambassade. Ouais, mais à l'époque on le savait pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de chance quand même. J'ai pas la bonne étoile comme ça. C'est qu'on a été plus que prudent. Et en étant plus que prudent, on a raison. Mais je me suis pas dit, tiens, il y a la guerre dans 2 ans, donc on va aller dans les ambassades. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on sait qu'il y a la guerre et qu'on ne sait pas quand elle finit. Après, c'est une logique je dirais que le conflit s'arrête demain, dans 6 mois, dans 5 ans. Je vous réponds oui, mais là, il ne s'arrête pas. Ouais. Et on est des gens prudents. Donc, ce n'est pas parce qu'on a sauvé une situation qu'il faut en remettre pour jouer avec le feu. Parce que le feu, il peut vraiment arriver si vous le cherchez. Et là, pour le coup, vous l'avez vraiment cherché. Bien sûr. Et c'est pas on n'est pas sur de la stabilité politique. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. On a cité la Géorgie aujourd'hui. Oui, mais j'en ai pas parlé. Alors, de manière un peu plus large, quels sont peut-être le top 3 des pays aujourd'hui, en 2026, dans lesquels investir à l'international en Europe et qui seraient vraiment en 2026, pas en 2020, pas plus tard, qui seraient vraiment les 3 plus intéressants pour un investisseur français qui voudrait investir à l'étranger pour toutes ces raisons fiscales, économiques, potentielles de prise de valeur. La Géorgie, je vous en parlerai après si vous voulez, parce que voilà. Alors, c'est pas tellement les pays, c'est parce que du moins ça devient de plus en plus sophistiqué maintenant. Avant, on pouvait dire on va dans un pays, il a du potentiel, donc il va monter. Oui, on peut. Aujourd'hui, pratiquement tous les pays ont augmenté. Il y en a qui même augmenté trop par rapport au salaire moyen de leurs citoyens. Donc en fait, c'est pas tellement des pays, mais c'est des régions dans des pays. Voilà. Et donc le premier thème, c'est la Géorgie. Je vous en parlerai après parce que c'est un peu spécial. Le deuxième thème, c'est par exemple, nous conseillons aujourd'hui d'investir à Łódź. Alors ça s'écrit Lodz, L-O-D-Z. Mais ça se lit Łódź. Très bien. Je parle pas le bien polonais, de le préciser. Donc, voilà. Et donc quand vous dites Lodz, les gens ne savent pas de quoi vous parlez. Donc c'est Łódź. Voilà. Łódź. Et Łódź, c'est une ville périphérique de Varsovie, comme peut l'être Orléans, Chartres ou Reims à Paris. Très bien. Et Chartres, Orléans et Reims, il y a 25 ans, était une ville de province. Aujourd'hui, c'est à 50 minutes de Paris en TGV et les prix ont doublé ou triplé près de la gare TGV. Ouais. Et Łódź, c'est une ville de province. C'est 1h20 de Varsovie, mais il va se construire d'ici 2030 le plus gros aéroport d'Europe centrale qui veut concurrencer Schiphol, c'est-à-dire Amsterdam, et Francfort sur le fret, pour que les voitures chinoises ou les produits asiatiques ou exotiques, on va dire, quand ils viennent en Europe, ils ne traversent pas toute l'Europe. Ils s'arrêtent au début de l'Europe, près de Varsovie. Économie d'essence, économie d'infrastructure en termes d'avions. Et après, c'est des camions ou des trains, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, ils veulent faire un hub central européen énorme. Il va être entre Varsovie et Łódź. Il y a un train déjà en construction rapide qui fait Varsovie, aéroport, Łódź. Et à Łódź même, il y a une nouvelle gare en plein cœur, qui est en construction. Ça veut dire que d'ici 5 ans, Łódź va passer de l'état d'une petite ville lambda, personne connaît, qui de suite à la... J'allais dire que c'est comme la City, non pas la City, le Canary Wharf à Londres.
Voilà. Je vois. Un nouveau quartier qui sera à 30 minutes Oui, c'est ça, de littéralement. Varsovie et pas à 1h20. Mmh. Et le prix à Varsovie pour les beaux apparts, pas le luxe, hein, mais des beaux apparts standing, on est quasiment à 8000 à Varsovie. À Vouch, on est à 3000. Donc si Vouch se développe, les 3000 vont passer à 6. Ouais. Je ne sais pas quand, mais je suis certain. Enfin, c'est une évidence, je dirais, d'expérience. Bon, là, de suite, on a les 3/4 des investisseurs immobiliers qui vont cliquer dessus voilà. qu'on achète à Voilà, moi, à titre personnel, j'en ai acheté un petit studio dans le centre. Okay. Parce que je me dis, de toute façon, il ne peut pas baisser. Il ne peut pas baisser de par cette histoire. De par... Et c'est pas pour ça que je vais aller en Pologne, dans n'importe quelle ville, et acheter en disant que ça va doubler. Parce que ça ne marche pas. Ça a déjà doublé. Donc, j'ai connu le Gdansk à 1000 euros le mètre carré. Gdansk, c'est aujourd'hui à 4-5 000. Et quand je dis que j'ai connu, c'est il y a 10 ans, 12 ans. Mais comme je ne peux pas être partout, j'ai conseillé aux gens d'aller à Prague et pas à Gdansk. Peut-être que j'aurais dû faire Gdansk et Prague et Brno et Ostrava et ainsi de suite. Donc, encore une fois, mes activités de conseil sont des activités plutôt confidentielles. On travaille de bouche à oreille avec des investisseurs. On les conseille et on ne fait pas de pub, on ne fait pas de... Mais en fait, si on industrialisait le truc, on allait au salon de l'immobilier, qu'on passait des pubs, qu'on faisait des gros stands, peut-être qu'on deviendrait des gros conseils. Mais ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas mon esprit. C'est plus compliqué d'aller chercher aussi, de répondre à la demande quand on grossit. Oui. Et après, il y a des erreurs. Et après, on peut faire des erreurs. On peut automatiser le truc et le client est moins servi. Moi, j'ai des investisseurs qui investissent avec nos conseils depuis 20 ans. Oui, qui ont fait tous les pays, en fait, qui ont fait de l'Estonie jusqu'à la Géorgie. Mais c'est des cas réels. Hein. Donc, qui ont acheté, 4 ans après, revendu, et racheté et revendu. Parfois, je laissais gérer, parfois achat-revente. Et ils ont fructifié leur argent en bonne et due forme. Et donc, ils sont contents de continuer l'histoire. Donc, je reste sur le très, très confidentiel. Pas beaucoup de pubs, pas de marketing de grande masse. Mais par contre, il ne faut pas se tromper parce que vous pouvez faire 6 réussites. Il suffit d'un échec pour que la personne, elle s'arrête, l'histoire s'arrête là. Oui, après, ça reste de l'immobilier. Ça va être quand même très rare d'avoir un prix qui est divisé par 9, par exemple. Oui. Si on a déjà fait des très belles plus-values avant. Voilà, c'est pas un marché financier ou autre. En fait, le risque n'est pas tant que ça divise par 9. Le risque, c'est que c'est mal géré et que l'appartement est squatté, et devienne un volet. Des impayés, etc. Et en 20 ans, il n'y a eu aucun... Alors ça, c'est une réalité. Hein. Il n'y a aucun impayé de plus de 3 mois. Sur tout le monde, sur 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on investit dans ces pays-là. Quand je dis ces pays-là, c'est souvent pays de l'Est ou d'Europe centrale, où la législation ne protège pas du tout. Alors, je ne veux pas porter de jugement moral là-dessus. Je pensais de suite, c'est une question. Il y en a qui disent que c'est bien, d'autres pas bien. Encore une fois, c'est des discussions politiques. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je parle juste aux faits. Et les faits, c'est que dans ces pays, si vous ne payez pas, vous avez un préavis de 2-3 mois et vous partez. Et les policiers viennent vous mettre dehors. Donc, en fait, vous payez, donc pas d'impayés. Il n'y a pas d'huissiers qui viennent débarquer, enfin, ça n'existe pas. Si vous dites ça en France, certains ne vont pas être contents, mais effectivement. Il n'y a aucun loupé sur la gestion des investisseurs depuis 20 ans. Voilà. Ok, très intéressant. Bon, on va signer, hein. On en parlera après l'émission, mais pour vous. Donc, deuxième pays, c'est la Pologne et Vouch, pas partout. Oui, très bien. Et troisième, ça pourrait être l'un des pays que j'ai déjà cité, c'est-à-dire des pays, on va dire, complètement normaux, hein, de l'Ouest, qui pour X ou Y raison ne sont pas chers. Par contre, avec une population qui gagne très bien sa vie. L'Irlande. Je dis peut-être. C'est en cours d'étude. Voilà. J'ai plutôt tendance à aimer les pays, on va dire, de l'Est, sauf l'Irlande, hein, mais plutôt de l'Est. Parce qu'il y a du potentiel, c'est logique. Hein, voilà. J'ai un peu plus de peur sur les pays du Sud, parce que souvent, les gestions ne se passent pas bien. Je n'ai jamais fait, mais c'est une question de culture aussi. Voilà. Où c'est plutôt à la bonne franquette, locale, et quand vous n'êtes pas local, vous êtes mal conseillé. Et ça... C'est vrai que disons que sur le papier... Même l'Espagne revient d'un peu plus loin comparé à la France. Ça a été compliqué pendant très longtemps. Le post-2008, ça a été très compliqué. Donc théoriquement, c'est vrai que l'évolution en Espagne est très bien. Après, c'est pas du tout une population, une façon de gérer de la même. L'Italie, c'est compliqué, mais c'est très beau. Mais même, puis les pratiques, on s'arrange entre nous et tout. Il y a plein de choses comme ça. Je ne veux pas généraliser. Hein, mais c'est vrai. Je connais bien. Je connais bien. Donc, je ne conseille pas. Je ne dis pas que je déconseille, mais comme je ne me sens pas bien, je ne le conseille pas. Et j'aime énormément les pays du Nord, mais je dis non, c'est trop cher. Et en plus, le pouvoir d'achat est tellement élevé là-bas. Pour un Français acheter dans les pays scandinaves, c'est se ruiner complètement. Enfin, c'est un autre monde. C'est comme Singapour, c'est trop cher. Mais les pays du Nord sont bien aussi. Donc, je suis plutôt Europe centrale et je continue sur l'Europe centrale, la preuve, Pologne et Géorgie. Oui. Bon, c'est vrai qu'en Norvège, je crois qu'ils gagnent entre 6 et 8 000 euros par mois en moyenne. Oui. Donc, non. On va pas y aller. Alors, une question. Le nerf de la guerre qu'il fallait absolument que je pose et qu'on me pose systématiquement quand on parle d'étrangers. C'est-à-dire que l'objectif numéro 1 de l'immobilier, il y aurait beaucoup de gens qui ne feraient pas d'immobilier sans ça, c'est le crédit, le levier bancaire
beaucoup investissent en France parce que, bon, il faut le dire, il y a très peu de pays qui permettent de lever autant qu'en France. Avec fiscalité, on ne va pas rentrer dedans, mais on met 20 000 euros sur la table, on peut en lever 200 000. Souvent, à l'étranger, ce n'est pas le cas. C'est compliqué pour un étranger de créer un dossier. Des fois, pas du tout, c'est impossible. Des fois, ça l'est, mais avec beaucoup plus d'apports. Est-ce que c'est possible dans ces pays-là? Comment? Directement sur le pays? Est-ce qu'il faut passer par une banque française? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce que c'est sûr que je vais avoir la question, donc je la pose. Très bonne question. Voilà, le crédit, le financement. Ouais. Alors déjà, je vais faire une réponse logique encore, c'est-à-dire que ça dépend de quel pays, ça dépend quand. Ce qui est valable en 2006 n'est plus valable aujourd'hui ou vice-versa. Okay. Donc ça dépend, c'est au cas par cas. Bon, c'est si pour ça qu'on est là, d'ailleurs. L'émission là, dans les jours qui viennent. Ouais. Alors, je vais répondre plus généralement, après je vais donner un exemple précis. Oui. Plus généralement, les banques françaises ne prêtent pas à l'étranger, sauf évidemment si vous avez 10 millions sur votre compte en banque privée, ça s'arrange avec le banquier, je pense. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, là, je parle de gens... Si on fait une assurance vie derrière à 6 chiffres, ou si vous hypothéquez votre maison en France et en échange, ils vous prêtent 500 000 ailleurs, enfin, c'est des cas particuliers. Je parle du français moyen qui a un salaire, qui a une épargne... on va dire modéré, voilà. Donc, aucune banque ne va lui prêter à l'étranger parce que actionner les garanties, c'est très compliqué si vous ne payez pas. Et les banques étrangères non plus, elles ne prêtent pas aux non-résidents parce que il ne faut pas oublier un truc, ce sont des marchés en boom. D'accord. Comme la France des années 70. Ouais. Donc le banquier polonais, il n'a pas envie de vous financer, vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas la langue, vous demandez 10 fois la même question. Bien sûr. Il va financer le polonais. Donc il ne s'occupe pas de votre dossier. Donc voilà. Soit ils ne veulent pas, soit ils rechignent. Ouais. Mais il y a des exceptions. Et nous, on en trouve. Voilà. On veut cette exception. Okay. Alors, une exception aujourd'hui, c'est la Géorgie. Mais il y en a eu d'autres et il y en a d'autres. Mais je vous donne qu'un exemple. Parce que là, voilà. Et en Géorgie, aujourd'hui, c'est le prix au mètre carré premium d'un appartement neuf, je dis bien premium, est à 1 200 dollars. Ça veut dire 1 040 euros le mètre carré. Euros, quoi. Mais comme l'Estonie, en 2000. Donc, vous voyez le chemin après. Aujourd'hui, on est à 7 000 en Estonie pour le neuf premium. Oui, à Tallinn. Donc, on part de 1 000 ou 1 200. La Banque de Géorgie finance les contacts que nous avons. Voilà, c'est toujours pareil. C'est pour ça que des gens comme nous, qui sommes des sociétés de conseil, on a des liens que n'ont pas forcément une personne lambda. Si elle appelle la banque en Pologne, bien sûr, déjà, elle ne pourra pas parler. Les gens ne parlent pas français. Voilà. Nous, on gère tout. C'est mission impossible. Et donc, on trouve des financements à 60%. Voilà. Donc, pas 85%, mais à 60%. Oui, en Pologne, on en a trouvé. En République tchèque, on en a trouvé. Aujourd'hui, ils ne le font plus pour les Français, pour les résidents non locaux. Mais d'autres pays le font. C'est pour ça qu'il faut bouger à chaque fois. Et en Géorgie, alors... Mais ils le font pour un Français, mais avec 40% d'apport. Oui, voilà. Et en Géorgie, on pense que... Alors, les promoteurs, en ce moment, ils font des décotes parce qu'en fait, ils vous demandent de payer tout de suite un appartement qui est livré dans 3 ans. Et du coup, vous leur avancez de l'argent. Donc, quelque part, vous devenez leur banquier. Oui. Et les banques, quand ils ont des prêts chez un banquier, les promoteurs, pardon, quand ils ont un prêt chez un banquier, c'est pas 4%, on est plutôt à 15%. D'accord. Parce que c'est comme ça, c'est le risque. Oui, et donc, si vous payez 3 ans à l'avance le promoteur, parce qu'il ne construit pas en une journée, il construit en 3 ans. Bien sûr. En plus, il a des préventes. C'est du primo-accédant. Donc, il a du cash qui rentre. Par si vous lui payez son appartement dès le jour 1, alors c'est livré dans 3 ans, vous lui faites son banquier. Donc, vous lui économisez les 15% par an. Donc, il vous fait une décote équivalente. Ouais. C'est pour ça, l'idée aujourd'hui, c'est d'acheter avec des promoteurs en leur payant tout de suite, en vous faisant financer par une banque tout de suite, et vous financez le promoteur. Du coup, pour la faire simple, vous avez un discount incroyable, et ce discount incroyable vous permet une plus-value quasiment garantie. En plus du marché qui va exploser. Comme on l'a dit, au moins 5 ans. Donc, non, en Géorgie, c'est 2 ans. OK. Donc, dans 2 ans, quand ce sera livré, vous vendez, vous avez 0 impôt. Et c'est pour ça que l'idée aujourd'hui en Géorgie, c'est d'acheter à des promoteurs de qualité. C'est toujours pareil, il faut vérifier. Ça reste un flip relativement court. On met 40%, on paye tout par contre, on n'a pas l'appartement mais on paye tout. Et dans 2-3 ans, on revend. Et on aura rattrapé le discount qui est 30-40%. Donc on a déjà une plus-value garantie, toutes choses étant égales par ailleurs. Très très peu de risques. Plus la plus-value du marché qui est en train d'exploser. Batumi, c'est la deuxième ville de Géorgie, a pris 22% l'année dernière. OK. Voilà. Et le nombre de touristes a doublé en 2 ans. Et à Batumi, il faut investir dans l'immobilier de Airbnb. Clairement, d'un point de vue tourisme, il y a des choses à faire. Oui. Doublé en 2 ans. Et donc, c'est pour ça que je dis aux gens, il faut investir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pas en 2027 ou 2028. Aujourd'hui, 2027, je ne peux pas vous prédire. Mais quelque part, si ça... On fera une émission, mais... Oui, voilà. Si ça reprend 25%, faudra affiner. Vous avez perdu 25%. Voilà. Alors, j'ai un truc que j'insiste aussi,
je pense que vous avez posé la question, enfin, en tout cas, il faut se la poser, c'est que si j'achète dans un pays lointain dont je ne parle pas la langue, et lointain tout court, comment je fais pour gérer? Alors, encore une fois, nous, ce qu'on dit, on va dire c'est impossible. Mais nous, on est là pour ça. Encore une fois, il faut qu'on ait on vend notre capacité à sélectionner le pays, stratégie, pourquoi il faut investir en Géorgie ou à Vouch. On vend notre capacité à vous mettre en contact avec des interlocuteurs fiables et déjà testés. C'est que nous-mêmes, on a acheté pour tester. Et on vous met en interlocuteur avec des promoteurs fiables qui vont construire des produits qui ne vont pas s'arrêter en plein milieu, etc. Bien sûr. Donc, vous payez en fait la prestation globale. De A à Z, clé en main. Et évidemment, c'est même pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau sur la cerise. On vous présente un gestionnaire fiable. Sans gestionnaire fiable parlant anglais ou français, parfois il parle français même, de faire soi-même, vous n'y allez pas. Donc, encore une fois, ça répond à la question. Vous pouvez avoir un gérant Century 21 en face de chez vous. Si votre appartement en France est squatté, il fera rien de mieux et vous pouvez passer devant votre appartement tous les jours. Vous n'y avez pas accès. Si vous êtes bien géré dans ces pays-là, c'est mieux parce qu'il vous fait la même prestation que Century 21 en France, je ne dénigre pas. Mais par contre, votre appartement, il ne sera pas squatté parce que les lois ne le permettent pas. J'insiste là-dessus. Donc, c'est pour ça aux gens qui disent « ça me fait peur d'aller loin », je veux dire, loin ou pas loin, si vous avez un bon gestionnaire grâce à nous, oui, c'est plutôt le contexte. Est-ce que les lois permettent aux professionnels de faire plutôt que le professionnel et que ça soit en bas de chez nous, bien sûr. Mais je comprends cette crainte, elle est naturelle. Mais si vous avez un bon interlocuteur... on ne parle pas de pays qui parlent anglais ou qui est à côté. Là, hein. Non, mais le gestionnaire, il doit parler anglais. Il doit être international, à la fois local et international. Et c'est nous qui le trouvons. Voilà. Et tant que vous n'avez pas cette personne-là, on ne propose pas le thème. C'est casse-gueule, on va dire. Je ne vais pas proposer un thème d'un pays, même si ça double, ça triple, ça quadruple, si on n'a pas un gestionnaire local fiable. Bien sûr. Bon, on a déjà proposé plusieurs opérations, nous, à l'étranger, en immobilier. Effectivement, on a le partenaire sur place, c'est évident. Surtout pour du clé en main. Si on commence à laisser le client au dernier moment sur la partie gestion, ça va être compliqué. OK. Donc nous, alors je fais un peu de petite pub sur nous très rapidement. Après, bien sûr. Quand je dis nous, en fait, on a une marque qui s'appelle European Investment. C'est pas une société, c'est une marque. Et le site internet, c'est www.european, donc en anglais, du milieu, investments en anglais. On essaiera de le mettre dans le commentaire. Voilà, donc european-investment.com. Et c'est la marque qui distribue ces produits. La Estonie, la Géorgie, Pologne, voilà. Et il y a un contact, il suffit de nous écrire. Nos sociétés, par contre, sont localisées dans différents pays. On ne va pas conseiller à acheter en Estonie avec une société portugaise. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous essayer comment on fonctionne. On a bien compris, on n'aime pas le Portugal ici. On est une société, en fait, de conseil qui aime démultiplier selon les pays, selon les destinations qu'on conseille. On n'est pas la GAFA qui se met tous dans une île et qui facture. Non, on facture des zones où on conseille. C'est important de dire aux gens, parce que on n'est pas là comme ça. On a une présence légale, c'est avec des sociétés, dans les pays où on conseille. On a une vraie réalité. Et moi-même, je vis à l'étranger depuis 20 ans. Donc voilà, c'est juste pour expliquer aux gens le contexte. Bien sûr, et on fonctionne par mail, par WhatsApp, par visio. Les gens, s'ils veulent visiter, ils visitent avec des interlocuteurs qu'on a localement. S'ils ne veulent pas visiter, ils ne visitent pas parce que souvent on peut acheter sans visiter et revendre sans visiter. Il y a des gens qui n'ont jamais vu leur appartement. Qui ne sont jamais venus dans le pays. Non, et qui ont triplé leur capital en 10 ans. Ok, très bien. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Je vais poser une question que je pose à tous mes invités avant de conclure. Si tu devais être président de la République, quelle serait ta première mesure ? Je prends 5 secondes pour réfléchir. Bien sûr. Une question qui n'était pas annoncée et prévue, donc toute la réflexion nécessaire. Je vais dire un truc, mais pour moi, c'est une évidence. Faire respecter la loi. Parce que la loi française, elle est extrêmement précise. Le code civil est très précis. Les lois françaises sont très précises. Elles sont très justes, d'ailleurs. Elles ne tombent pas dans un extrême ou dans l'autre. Ça ne se passe pas bien dans plein de domaines. Oui, c'est pas certaines lois américaines dans certaines régions totalement ubuesques. Voilà. Les lois françaises sont assez équilibrées. Et d'ailleurs, souvent, d'autres pays comme la Belgique, la Suisse, le Canada et plein de pays dans le monde, même des pays du tiers-monde, quand ils créent une nouvelle constitution, ils reprennent l'exemple romain, le code Napoléon, le code français. Mais juste la faire respecter, parce que je pense qu'elle n'est pas respectée dans tous les sens du terme, dans toutes les catégories sociales, parce qu'il n'y a pas que le bas, il y a aussi en haut. Et en fait, faire respecter la loi, mais très fermement. Et je pense que si on arrive à faire ça, on règle déjà 2 tiers des problèmes. Je suis 100% d'accord. Et la deuxième mesure, et ça va avec le premier principe, c'est d'interdire les déficits. Parce qu'aucune entreprise ne peut fonctionner, aucun ménage même, aucune famille, riche ou pauvre, ne dépense plus que ce qu'elle gagne.
Sauf le gouvernement. Sauf la France. Voilà, il faut juste l'interdire. Le Portugal, vous voyez, je vais dire un truc positif sur le Portugal. Le Portugal a un Ils ont une très bonne excédent gestion. cette année. Voilà, et l'année dernière, ils avaient 0,1 de déficit. Nous, on va être à 5,3 ou à 5. Ouais, voilà, j'ai envie de Voilà. dire même Donc, je à pense ces faire niveaux-là, respecter ça la va. loi et ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Si on fait vraiment ça, on règle 3/4 des problèmes. Parce que tout vient de la grande graine des abus, des laissés-aller depuis des années, des dizaines d'années. Hein, c'est pas... Je suis d'accord. Alors, c'est la première fois que j'ai une réponse comme ça. Les gens, ils disent quoi? Chacun a son prisme. Service militaire, ça va être l'école, ça va être. Oui, mais l'école, c'est la loi, s'ils ont fait respecter la loi. Bien sûr, mais ça, c'est intéressant. Je dirais les excès sur l'immigration, c'est pareil. Si vous faites respecter la loi, c'est toujours même pas, mais on la respecte pas. Donc voilà, c'est toujours sur tous les sujets, c'est faire respecter la loi. C'est la meilleure réponse qu'on ait eue, du coup. Merci. Je ne l'ai pas préparé. Hein. Et en même temps, il n'y a pas besoin d'en créer d'autres. Donc c'est l'avantage de cette réforme, ce serait de faire respecter. Non, après, comment on l'a fait respecter, ça, je ne sais pas. Mais c'est pas le problème. C'est au président de le dire, pas moi. C'est ça. Très bien. Ou à la présidente. C'est parfait, j'aime beaucoup, je prends. Pour conclure cette émission sur l'immobilier à l'étranger et à l'international, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour un investisseur, ce qui est quasiment le cas de tous les auditeurs de cette émission, qui aurait envie, pour éviter les erreurs, on a dit évidemment de se faire accompagner, et qui aurait une envie particulière en 2026 de faire les choses bien? M'appeler. Non, je plaisante. Voilà, merci. Non. Est-ce que vous pouvez reformuler un peu? Faire les choses bien, c'est investir. Ou alors un conseil, pour conclure cette émission, un conseil immobilier ou quelque chose à dire qu'on n'aurait pas dit. Alors, je vais donner un conseil un peu alternatif aussi. Ouais. Je pense que 3/4 des agents immobiliers ou d'autres conseillers de gestion de patrimoine peut-être diront pas la même chose que moi. C'est intéressant. C'est un conseil très personnel qui ne s'adapte pas à tout le monde, attention. Ouais. C'est que quand vous êtes jeune et quand vous commencez à travailler avec un salaire... Ouais. Ou même si vous êtes indépendant, c'est un peu d'argent, investissez le premier centime économisé dans l'immobilier. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait faire que l'immobilier, mais l'immobilier, comme vous dites, ça ne peut pas perdre 9 fois le prix. Enfin, ça ne peut pas. Donc, et avec un prêt, si vous pouvez, s'il n'y a pas, il n'y a pas, mais avec un prêt, si vous pouvez, pour essayer de constituer pierre par pierre votre patrimoine. Le deuxième conseil qui va avec le premier, c'est moi je pense, mais c'est très personnel. Il y a des gens qui vont dire absolument pas ça. D'ailleurs, selon les pays et les cultures, d'ailleurs, c'est pas pareil. Je vous donne un exemple. Il y a 70% de locataires en Allemagne. Il y a 1% de locataires en Roumanie. Donc, si en Roumanie, je devais dire ce que je vais dire là maintenant, les Roumains vont me dire, mais tu donnes des conseils pour être clochard, quoi. Voilà. Oui, c'est Parce ça. que, en fait, le conseil que je vais donner, c'est de ne pas acheter sa résidence principale, de commencer par investir, même une chambre de bonne, même un petit studio, même un petit truc comme ça selon votre budget, et de constituer un patrimoine de locatif. La plupart des professionnels de l'investissement le disent. Non, mais avant votre résidence principale. Bien Souvent, les gens commencent par leur résident, ils s'endettent jusqu'à 55 ans. Non, mais ça, je suis d'accord. Et à 55 ans, ils ont de quoi acheter une sudette. Ouais. Alors que s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient peut-être, je dis n'importe quoi, mais genre 6 studios, peut-être, et ça leur permet d'avoir assez de revenus boule de neige pour faire boule de neige, ou même pour louer. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est les produits d'investissement intéressants ont souvent des rendements élevés, parce qu'ils sont dans des quartiers un peu plus risqués. Et les appartements dans lesquels vous avez envie de vivre, souvent dans des quartiers, on va dire, bourgeois, on va dire, dont les rendements sont bas. Donc, louez bas et investissez haut. Ce qui veut dire que n'achetez pas votre résidence de résidence principale en priorité. Mais ça, c'est très perso. Il y a des gens qui disent hors de question. Moi, je veux ma maison pour mes enfants, etc. Sinon, j'ai l'impression d'être dans la rue. Pour certains, ça l'est, mais... Alors qu'en France, quand vous êtes locataire, vous n'êtes pas dans la rue. Vous êtes très protégé, justement. Profitez du paradoxe français pour le faire dans l'autre sens. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'en France, c'est 40-45% de locataires. Le chiffre. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est beaucoup moins que l'Allemagne, qui n'a pas la même logique. Bon, après, c'est une les pays nordiques, c'est 70-80. Et les pays du Sud, c'est entre 1 et 5%. Ouais, le gap est immense. Mais... Si à 50 ans, vous n'avez pas de logement dans les pays du Sud, vous êtes clochard, en fait. Alors, ce n'est pas un critère en soi. Vous pouvez être propriétaire d'autre chose et louer votre résidence principale. Les plus gros investisseurs immobiliers, même historiquement, et si on regarde, ils ont été locataires la première moitié de leur vie, au minimum. Ok. Bon, très bon conseil, en tout cas. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre invitation. Tant les conseils, l'énergie. Merci infiniment encore une fois. Voilà, j'espère qu'en 2006, les gens vont prendre des bonnes décisions. Enfin, pour eux. C'est toujours le conseil qu'on peut donner en début d'année, en tout cas. Oui, on verra après. Encore merci. On se dit à très vite pour une prochaine émission.